Une équipe d'archéologues de l'Université de l'Oregon a découvert l'un des plus anciens sites habités d'Amérique du Nord, dans le sud de l'Oregon. Il existe des découvertes si troublantes qu'elles ne font jamais la une des journaux. Au cœur des grottes silencieuses du haut désert de l'Oregon des scientifiques, ont mis au jour enfoui sous des couches de poussière ancienne quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Pas là, passe à ce moment-là. Lorsque les archéologues ont exhumé l'objet, ils ont cru qu'il s'agissait d'un artefact ordinaire jusqu'à réception des résultats d'analyse. La datation était impossible des milliers d'années plus ancienne que la chronologie officielle de l'histoire humaine en Amérique. Ils ont refait le test, puis encore. Le résultat était toujours le même. Et soudain, une question terrifiante a commencé à résonner dans la communauté scientifique. Et si tout ce qu'on nous a appris sur les premiers humains en Amérique était complètement faux? Avant de vous dévoiler ce qu'ils ont trouvé caché sous ces grottes, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Certains pensent que de telles découvertes n'auraient jamais dû être révélées. La suite n'a fait qu'épaissir le mystère. D'autres artefacts ont été mis au jour dans les grottes. Des outils de matériaux tissés et des preuves d'activité humaine si anciennes que les chercheurs ont eu du mal à les expliquer sans remettre en cause des décennies d'histoire établies. Plus ils creusaient, plus le récit officiel s'effondrait. Car si des êtres humains vivaient en Oregon des milliers d'années plus tôt que ne le prétend la science, alors des chapitres entiers de la civilisation humaine ont pu être effacés, ignorés ou délibérément oubliés. Pendant la majeure partie du 20e siècle, toutes les écoles américaines enseignaient la même histoire sur l'identité des premiers Américains. Cette histoire commençait avec un groupe de personnes appelées les Clovis, du nom d'un site de Clovis au Nouveau-Mexique où leurs outils de pierre distinctifs ont été découverts pour la première fois. C'étaient des chasseurs chevronnés. Ils fabriquaient des pointes de lance cannelées des lames dotées d'une rainure centrale qui les rendait plus légères, plus rapides et plus mortelles. Le déroulement des événements était clair et satisfaisant. Il y a environ 0 ans. Ces populations auraient traversé un pont terrestre gelé appelé Bering Reliant. La Sibérie, à l'Alaska, se serait glissée vers le sud par un corridor libre de glace entre les glaciers et aurait ensuite colonisé le continent. Point final. Cette version des faits figurait dans les manuels scolaires du pays. On l'a répété dans des documentaires. Des scientifiques qui avaient bâti leur carrière dessus l'ont défendu avec ferveur. Le premier modèle Clovis n'était pas qu'une simple théorie, il était devenu une institution. Puis quelqu'un est allé explorer une série de grottes sèches du centre-sud de l'Oregon, connues sous le nom de grotte de Paisley. Les chercheurs connaissaient Paisley depuis des décennies. Le problème, c'est que personne ne l'avait étudié d'assez près, d'assez profondément. Lorsque les archéologues ont finalement procédé aux fouilles, les preuves qu'ils ont extraites du sol de la grotte n'étaient ni une arme, ni une lame, ni un outil taillé. C'était quelque chose d'inattendu, des excréments humains séchés et durcis pendant des milliers d'années. Exactement là où quelqu'un les avait laissés dans la poussière du sol de la grotte. L'air sec du désert de cette région avait accompli un miracle qu'aucun musée ne saurait reproduire. Il avait préservé un indice organique fragile pendant une période presque inimaginable. Et à l'intérieur de ces vestiges anciens et discrets se trouvait quelque chose que les outils de pierre n'auraient jamais pu révéler de l'ADN humain. Lorsque les scientifiques ont extrait l'ADN mitochondrial des échantillons et l'ont séquencé, le résultat fut sans équivoque. Le matériel génétique correspondait au haplogroupe fondateur amérindien. A2 et B2 ancêtres directs des peuples autochtones actuels des Amériques, et non à une population disparue ou à une migration avortée. Il s'agissait bien des ancêtres directs des populations qui vivent aujourd'hui sur ce continent. Des gens avec des familles, des noms, des lignées remontant à travers les millénaires, jusqu'à une grotte dont la plupart du monde n'avait jamais entendu parler. Puis vint la date. La technique utilisée était la spectrométrie de masse par accélérateur, une méthode qui mesure directement l'âge de la matière organique, sans dépendre du sol environnant, ni des objets proches. Le résultat a indiqué un âge de plus de 14 0 ans avant le présent, soit au moins un 0 ans
avant l'arrivée supposée du peuple Clovis. Les Clovis n'étaient pas les premiers. Loin de là. La première fissure. Meadowcroft. Voici la partie rarement racontée. Les grottes de Paisley n'ont pas été la première preuve à remettre en question l'histoire des Clovis. C'était simplement celle qui a finalement rendu cette remise en question impossible à ignorer. La première fissure était apparue des décennies plus tôt, de l'autre côté du pays, dans un abri sous roches de grès nichés, dans les collines de l'ouest de la Pennsylvanie. L'abri sous roches de Meadowcroft se trouve sur la rive d'un ruisseau à environ 11 km en amont de la rivière Ohio. Des corniches surplombantes s'écourbent à flanc de colline comme un toit naturel. Un archéologue a décrit plus tard l'endroit comme possédant tous les attraits d'un campement préhistorique, un lieu abrité et protégé où les voyageurs de l'Antiquité se seraient arrêtés sans même y penser. En 1955, un historien local du nom d'Albert Miller a découvert en fouillant un terrier de marmotte sur la propriété des objets qui n'auraient jamais dû s'y trouver. À l'époque, cela n'a guère attiré l'attention. Puis en 1973, un scientifique du nom de Jim Adovasio a entrepris des fouilles sérieuses. Il creusait les différentes couches du sol avec soin et méthode, datant chaque niveau au fur et à mesure. Plus il creusait profondément, plus les vestiges étaient anciens. Les résultats de la datation au radiocarbone ont révélé une présence humaine à Meadowcroft il y a entre 16 zéros et 19 zéros en données calibrées. En juillet 1980, Adovasio publia ses résultats dans la revue American Antiquity et affirma sans embâche que le modèle Clovis First était erroné. La réaction de la communauté scientifique fut brutale. Certains l'accusèrent d'avoir contaminé des échantillons. D'autres ignorèrent tout simplement l'article. La résistance était si constante, si répandue et si enracinée que les chercheurs ont fini par lui donner un nom, le syndrome de primauté Clovis. La défense continue du modèle, Clovis a été décrite par certains spécialistes comme selon leurs propres termes, anachronique et futile. Pourtant même, lors d'enquêtes menées des décennies plus tard seuls, 38% des archéologues en activité approuvaient les datations d'Adovasio. 38% se disaient incertains. Le quart restant rejetait catégoriquement les conclusions. Ainsi, lorsque les résultats des fouilles des grottes de Paisley furent publiés, la communauté scientifique était déjà divisée. Paisley rendait tout simplement impossible de détourner le regard. Rimrock Draw et le couteau suisse, et environ 110 km des grottes de Paisley, à l'extérieur de la petite ville de Riley, dans le comté de Harney en Oregon, se trouve un modeste abri sous roche appelé Rimrock Draw. L'archéologue Patrick O'Grady de l'Université de l'Oregon a commencé les fouilles sur le site en 2011. À l'époque, le site ne faisait pas la une des journaux. On y trouvait quelques éclats d'obsidienne, ici un outil en pierre polie, là rien d'extraordinaire. Rien qui évoquait l'ancienneté. Puis les différentes couches ont commencé à parler. L'indice, le plus important et Rimrock Draw, n'était ni un outil ni un OS, mais une couche de cendres blanches enfouie dans le sol, comme une marque temporelle gravée dans la terre elle-même. Les scientifiques l'ont identifié comme étant des cendres provenant d'une éruption documentée du mont St. Helens, datée entre 1500 et 15600 ans avant notre ère. Cette couche de cendres est servie d'horloge naturelle. Tout ce qui se trouvait en dessous était forcément antérieur à l'éruption, et tout ce qui se trouvait au-dessus était plus récent. Sous ces cendres, l'équipe a commencé à exhumer des preuves qui n'auraient pas dû s'y trouver. 27 petits fragments d'émail d'inter ont été tamisés dans le sol. L'une appartenait au chameau d'hier, une espèce qui parcourait l'Amérique du Nord durant la dernière période glaciaire, avant de s'éteindre il y a des milliers d'années. L'autre appartenait à Bison antiquus, un ancêtre plus grand et plus lourd du bison américain actuel. Ces deux animaux sont aujourd'hui disparus. Ils reposent sous une couche de cendres vieilles de 15-0 ans. Wivin l'outil. Dans la même couche, l'équipe a récupéré un outil en pierre taillée dans de la chalcédoine orange, une forme vitreuse d'agate qui capte la lumière d'une manière qui la fait ressortir même dans la terre de fouille.
L'outil comportait plusieurs arêtes de travail, une surface de coupe incurvée, un bord plat pour racler et un bord dentelé usé par une utilisation intensive. O'Grady le comparait plus tard et un des premiers couteaux suisses. L'usure de 6 dents était de celles qui ne se développent qu'après des années d'utilisation intensive, pas une semaine, pas un mois, mais toute une vie. Celui qui avait possédé cet outil l'avait porté utilisé, affûté, réutilisé, puis finalement posé une dernière fois et s'en était allé. La position de l'outil dans les sédiments est tout changé. Il se trouvait à environ 10 centièmes sous les fragments de dents de chameau, ce qui signifiait qu'il était plus ancien que les restes de l'animal. Et ces restes, une fois analysés, ont donné une datation qui a stupéfié l'équipe. Le laboratoire a effectué le test une première fois, puis une seconde. Les deux résultats convergeaient vers la même période. Les dents de chameau et de bison dataient d'environ 21,0 à 22,0 ans. O'Grady a admis plus tard que recevoir une datation aussi ancienne était, selon ses propres termes, extrêmement inquiétant. On ne peut pas annoncer une telle chose sans preuve à l'appui, mais à présent 2 tests indépendants donnaient le même résultat. Les animaux de Rimrock Draw étaient morts il y a plus de 18,0 ans. L'outil en pierre enfoui sous leurs dents suggérait une présence humaine encore plus ancienne. Ces outils appartiennent à une catégorie que les scientifiques appellent la tradition occidentale et taille. Longues lames aux épaules peu marquées et aux baies arrondies. Ils ne ressemblent en rien aux pointes Clovis, fabriquées par différentes mains selon des techniques totalement différentes. Elles proviennent peut-être d'une autre région du monde. Elles sont antérieures au style Clovis de plusieurs milliers d'années. Leur créateur n'appartenait pas à la culture Clovis. Il s'agissait d'un style complètement différent. Les traces fantômes découvertes à White Sands, en Oregon, n'étaient que le début. À 127 km au sud de Rimrock Draw, dans un désert de gypse du sud du Nouveau-Mexique 60, et une empreinte de pas humains ont été retrouvées dans de la boue ancienne. Et elles étaient restées là intactes pendant une période extraordinairement longue. Luck Park National de White Sands y est un vaste champ de dunes de gypse blanc, un paysage presque irréel. En 2009, des chercheurs qui parcouraient les lits asséchés d'anciens sédiments lacustres ont commencé à remarquer des empreintes dans le gypse. Non pas une ou deux, mais 60, et une trace fossilisée, laissée par des personnes se déplaçant le long des rives d'un lac de l'ère glaciaire connu sous le nom de lac Otero. Les empreintes étaient si bien conservées qu'on pouvait distinguer chaque orteil ainsi que la courbe d'une voûte plantaire. Certaines étaient petites, des empreintes d'enfants. D'autres étaient plus grandes, suggérant des adultes, se déplaçant rapidement, presque en courant. Il ne s'agissait pas des traces d'une seule personne. Il s'agissait des empreintes de groupes de personnes des familles, peut-être traversant un paysage depuis transformé en poussière blanche. La première tentative de datation des empreintes remonte à 2021. Des scientifiques ont daté au radiocarbone des graines d'une plante appelée herbe des fossés spiralée, extraite des mêmes couches sédimentaires que les empreintes. Les résultats indiquent un âge compris entre 21,0 et 23,0 ans. La controverse a été immédiate. Les critiques ont avancé que les graines auraient pu absorber du carbone provenant d'anciennes eaux souterraines. Un phénomène connu peut faire paraître la matière organique plus ancienne qu'elle ne l'est réellement. C'était un argument valable. Les chercheurs ont donc mené de nouveaux tests, cette fois-ci avec une méthode totalement différente. Ils ont analysé du pollen de conifères, extrait des mêmes couches. Contrairement aux graines, le pollen n'est pas affecté par la contamination des eaux souterraines par le carbone. Il provient directement d'arbres vivants au moment du dépôt des sédiments. Les nouveaux résultats correspondent exactement aux résultats initiaux, datant d'il y a 21,0 à 23,0 ans. En juin 2025, une troisième étude indépendante publiée dans la revue Science Advances a examiné des matières organiques provenant de la boue des zones humides et des sédiments des lacs peu profonds. 3 sources complètement distinctes, le pollen, les graines et la boue organique, ont été testées indépendamment. Toutes les 3 ont convergé vers la même période. L'apogée de la dernière période glaciaire
lorsque le continent nord-américain était pris sous les glaciers et que les régions méridionales étaient froides sèches et d'une rudesse impitoyable. À côté de ces empreintes humaines, se trouvaient les traces de mammouths colombiens et de paresseux terrestres géants, d'énormes créatures qui ont disparu du continent il y a des milliers d'années. Leurs empreintes se sont mêlées à la même boue ancienne, conservée côte à côte avec celles des personnes qui avaient apparemment vécu à leur côté. Pour la plupart des archéologues, cela représenterait à lui seul la découverte d'une carrière. Mais White Sands, vieux de 23 ans, est presque moderne, comparé à ce qui a été découvert par hasard en Californie du Sud. Lors de travaux de construction d'une autoroute en Californie du Sud, une équipe de chantier creusait le sol lorsque l'engin a heurté quelque chose de solide. Le chef d'équipe s'est approché. Ce qui était enfoui dans la terre n'était ni une roche, ni un tuyau, ni un système racinaire. C'était de l'os, courbé dense, indubitablement d'origine biologique. Les travaux furent immédiatement interrompus. Des paléontologues furent appelés sur les lieux. Ce qu'ils ont finalement découvert, ce sont les restes partiels d'un mastodonte. Cette grande créature ressemblant à un éléphant qui parcourait l'Amérique du Nord pendant l'ère glaciaire avant de s'éteindre à la fin de cette période. Mais les ossements ne gisaient pas là simplement comme un dépôt naturel. On leur avait fait quelque chose, et tandis que l'équipe de fouilles dégageait soigneusement les sédiments environnants, une image commençait à se dessiner. Les os de mastodonte présentaient des fractures en spirale, un type de fracture très spécifique qui ne se produit que lorsque l'os est encore frais. Un os fossilisé ancien et minéralisé ne se brise pas ainsi. Il se fracasse. Un os frais se tord. Les fractures en spirale observées sur ces restes indiquent que quelqu'un les a brisés alors qu'ils étaient encore frais. Très probablement pour en extraire la moelle, une source alimentaire dense et riche en calories que les peuples préhistoriques appréciaient beaucoup. Parmi les ossements se trouvaient 5 gros galets des roches de la taille d'un point qui n'étaient pas présentes naturellement dans la géologie environnante. Les géologues ont calculé que les pierres étaient trop grandes et trop lourdes pour avoir été déposées là par le mouvement de l'eau. Quelqu'un les avait transportées jusqu'à cet endroit. Quelqu'un les avait utilisées comme percuteurs et enclumes pour briser les os du mastodonte. Et puis, pour des raisons que personne ne connaîtra jamais, ils sont tout simplement partis laissant tout derrière eux. La méthode de datation appliquée à l'OS était l'analyse radiométrique uranium-thorium, une technique capable de remonter à des centaines de milliers d'années, bien au-delà de la portée de la datation au radiocarbone conventionnel. Chaque test a donné le même résultat. Les os étaient âgés d'environ 137 ans. En 2017, la revue Nature a publié l'étude. Le site est connu sous le nom de site du mastodonte de Cerruti, du nom du paléontologue qui a identifié les ossements pour la première fois. Les auteurs Stephen Holland, Kathleen Holland, Thomas Desmarais et Richard Fullagar ont formulé leur affirmation dans le langage académique le plus mesuré qu'ils aient pu trouver. Mais la conclusion aussi soigneusement formulée fut-elle et fait l'effet d'une bombe dans le monde archéologique. Une forme d'espèce humaine était déjà présente en Amérique du Nord il y a 137 ans. Ni l'Homo sapiens moderne, ni les Néandertaliens, autre chose. Quelque chose que les modèles actuels de migration humaine n'expliquent pas, et pour lequel les cadres théoriques existants n'ont pas de nom clair. La communauté archéologique dominante est largement évitée de s'engager directement avec le site de Cerruti. Il est tout simplement trop radical, trop éloigné du cadre actuel, trop préjudiciable à trop de carrières pour être accepté ouvertement. Il s'agit donc encore largement d'un sujet évoqué, avec précaution discuté discrètement et jamais vraiment abordé de front. Qui étaient-ils? Qui a ouvert les os d'un mastodonte en Californie il y a plus de 130 ans et laissé ses outils dans la terre? Nul ne le sait. De l'autre côté de l'océan, une autre porte s'est ouverte. Pendant la majeure partie du 20e siècle, l'hypothèse était simple. Les premiers Américains sont arrivés par une seule porte de la Sibérie à l'Alaska, par le pont terrestre de Bering. Une seule route, une seule origine, une seule histoire. De nouvelles preuves issues de la génétique et de l'analyse des outils, de pierres pointantes
désormais vers un endroit très différent, un endroit qui aurait dû être impossible à atteindre. Le premier indice de la capacité des premiers humains à traverser les océans ne provient pas des Amériques, mais de la Méditerranée. L'île de Crète est une île depuis environ 5 millions d'années. Elle n'a jamais été reliée au continent durant aucune période de présence humaine. Quiconque posait le pied en Crète devait y parvenir en traversant des eaux libres, non par accident, non, en dérivant sur des débris, mais intentionnellement à bord d'une embarcation capable de parcourir au moins 40 milles en haute mer. Une équipe de recherche dirigée par Thomas Strasser et Eleni Panagopoulou a découvert des outils en pierre sur 2 sites en Crète. Ces outils, datant de 730 à 711, ne sont pas récents. Leur style rappelle celui des outils fabriqués par Homo heidelbergensis et Homo erectus, ancêtres de l'homme primitif, ayant vécu et voyagé à travers le monde, bien avant l'apparition de l'homme moderne. Ces 6 peuples anciens étaient capables de construire des bateaux et de traverser la mer Méditerranée. Alors l'hypothèse longtemps admise, selon laquelle les premiers humains ne pouvaient pas naviguer en haute mer, devait être abandonnée. Un membre de l'équipe de recherche l'a déclaré clairement. Si les premiers humains pouvaient se déplacer autour de la Méditerranée, il y a plus de 130 ans, ils pouvaient également traverser d'autres étendues d'eau. Cette découverte, a-t-il déclaré, a ouvert la voie à une réévaluation de toutes les hypothèses formulées jusqu'alors concernant les premières migrations humaines à travers les océans. Puis vint l'étude de la génétique. Des chercheurs étudiant une lignée d'ADN mitochondrial appelée D4H ont retracé son origine géographique jusqu'au nord de la Chine côtière. Les données n'ont pas révélé une seule migration vers les Amériques. Elles ont montré 2 vagues distinctes, 2 voyages différents, effectués par 2 groupes différents à 2 époques très différentes. La première vague a eu lieu il y a environ 26 ans. On pense que ces personnes ont voyagé en bateau, le long des côtes longeant le rivage depuis les côtes chinoises, jusqu'à l'archipel japonais et à travers le Pacifique Nord. Elles ne traversaient pas un isthme gelé. Ils se déplaçaient d'un campement côtier à l'autre, suivant les ressources alimentaires poissons, coquillages, oiseaux de mer, tout ce que la mer leur offrait à chaque étape. C'était une migration lente, s'étendant peut-être sur plusieurs générations, mais elle était efficace. Ce furent eux les premiers arrivés. La deuxième vague est arrivée il y a environ 15 ans. Ces voyageurs plus tardifs ont emprunté la voie terrestre à travers la Beringie. Ils constituent le groupe le plus souvent associé aux populations de l'époque Clovis, que les archéologues considéraient autrefois comme les tout premiers Américains. Il apparaît désormais qu'ils sont arrivés plus tard, suivant une voie déjà empruntée par d'autres, par voie maritime, des milliers d'années auparavant. Et les vestiges de pierre confirment ce lien. Des techniques de fabrication d'outils similaires ont été identifiées sur les côtes de Chine du Japon et sur des sites à travers les Amériques. Les mêmes techniques de taille de la pierre, les mêmes modèles de lames, les mêmes traditions artisanales, séparés par un océan, mais unis par la pratique. Ce n'est pas un hasard. C'est un cheminement, et ce chemin mène aux côtes de l'Asie orientale. Et l'histoire qu'on nous attendait, le récit bien ficelé, qu'on a enseigné à des générations d'étudiants, celui qui commençait avec Colomb, puis remontait tranquillement jusqu'au peuple Clovis, traversant un pont terrestre. Il y a 13 ans, s'est effondré, non pas progressivement, non pas poliment, mais complètement. Les empreintes de pas de White Sands, datant de 21 0 à 23 0 ans, et confirmées à 3 reprises par 3 méthodes indépendantes, ont été imprimées dans la boue aux côtés d'ossements de mammoths et de paresseux géants. L'outil en pierre et les ossements d'animaux de Rimrock Draw ont été enfouis sous les cendres volcaniques d'une éruption vieille de 15 0 ans. Les dents retrouvées datent de 21 0 ans voire plus. L'ADN humain retrouvé dans les grottes de Paisley Vieux, de 14 0 ans, est génétiquement lié aux ancêtres directs des Amérindiens modernes. Les ossements de mastodontes brisés de Cerruti, vieux de 137 ans, entourés de pierres perforantes,
indiquent qu'aucune eau n'aurait pu y parvenir. Étienne filigrane de tout cela, des preuves génétiques de plus en plus nombreuses indiquent qu'au moins une vague humaine a traversé l'océan Pacifique par bateau suivant le littoral de la Chine aux Amériques, bien avant que quiconque, dans le corridor sibérien, n'ait chaussé ses bottes. Et l'histoire de l'humanité sur ce continent est bien plus ancienne, bien plus étrange et bien plus complexe que ce que n'importe quel manuel scolaire ait jamais voulu admettre. Ces gens n'étaient pas des notes de bas de page. Ils étaient bien là. Ils chassaient. Ils voyageaient. Ils allumaient des feux, cassaient des os et enfonçaient leurs pieds nus dans la boue aux côtés de créatures que nous ne connaissons aujourd'hui que par les vitrines des musées. Ils étaient les premiers. Et quelque part là-bas, dans la terre aride, d'un site que personne n'a encore fouillé, la prochaine pièce de leur histoire attend déjà d'être découverte.